Ad litteram. Ad litteram. La Constitution expliquée à la lettre. Ad litteram. Par Amel Chehed. Avec le partenariat de l'Association tunisienne de droit constitutionnel. Bonjour, bienvenue à l'écoute d'une nouvelle émission de Ad litteram. Aujourd'hui, nous allons parler du préambule de la Constitution tunisienne. Bonjour, professeur Slim Larmeni. Bonjour Amel. Donc, que représente le préambule dans une constitution, professeur Slim? Le préambule d'une constitution, c'est l'esprit de la constitution. C'est l'esprit de la loi fondamentale, c'est-à-dire son arrière-plan idéologique, sans mettre dans le terme idéologie ici de terme péjoratif, de sens péjoratif, c'est-à-dire les valeurs que porte cette constitution, les aspirations, les buts, les finalités. Normalement, en lisant le préambule d'une constitution, on sait où on va. C'est-à-dire quelles sont les options fondamentales, tout aussi bien au plan politique qu'au plan culturel, au plan également des relations extérieures de l'État. Et donc c'est l'esprit dans lequel baigne la Constitution. Et à cet égard, il est très important de lire le préambule pour comprendre la Constitution. Et c'est pour ça également que la Constitution tunisienne a insisté sur le fait que le préambule est indissociable de la Constitution. C'est l'article 143 ou 144, j'ai oublié, de la Constitution qui en dispose. Quelle est sa force juridique ou son caractère obligatoire ? Il y a eu, à propos des préambules, un débat qui aujourd'hui est dépassé. Jusqu'aux années 70, on considérait que les préambules n'avaient pas force contraignante, que c'était la partie littéraire, en quelque sorte, de la Constitution. Les choses ont changé un peu partout dans le monde. On considère désormais que le préambule a la force contraignante de la Constitution, du dispositif de la Constitution, la même force contraignante. Cette évolution a été progressive dans un État comme la France, où petit à petit on a accordé au préambule une force contraignante, mais le problème est résolu en Tunisie à la base, puisque l'article 145 de la Constitution tunisienne le dit explicitement. Voilà. C'est une partie indissociable de la Constitution, elle a la même valeur que le reste. D'accord. La forme du préambule est différente des autres parties. Il ne s'agit pas d'articles, il s'agit d'un bloc composé de 5 paragraphes. Pourquoi cette architecture différente ? On en parlait là tout de suite, c'est la partie littéraire en quelque sorte de la Constitution. Là, il n'y a pas d'article. Là, c'est une rédaction. C'est une rédaction qui, normalement, doit être une sorte de cours, un peu comme une rivière, n'est-ce pas, qui nous amène à comprendre la Constitution. Et on prend en général beaucoup de soin à ce que les préambules soient bellement écrits, parce que c'est un peu l'entrée en matière, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il n'y a pas de rédaction d'articles. Et c'est la raison pour laquelle on avait contesté la valeur contraignante des préambules. On avait dit, il n'a pas la forme du dispositif de la Constitution d'articles. Et donc, ils ne sont pas obligatoires à cause de cela. Non, nous savons maintenant que ce n'est pas le cas. Ça commence avec « Au nom de Dieu », ça se termine par « Au nom du peuple ». Quelle est la signification de cela ? Oh, elle est incontestablement identitaire. Il n'y a aucun doute à cela. Nous savons le cadre, le contexte dans lequel cette constitution a été adoptée et le parti politique, qui, avec l'assentiment des députés, cela n'a pas été imposé. Personne ne l'a contesté. À la fois, cette première phrase et la dernière phrase de la constitution ont une signification évidemment religieuse. Mais cela ne signifie pas qu'entre les deux, qu'entre cette première et cette dernière phrase, le tout est religieux, c'est simplement une tradition. Ad litteram. Nous allons essayer de lire et d'expliquer le préambule de la Constitution tunisienne en 2 séances. Aujourd'hui et lors de la prochaine émission, je vais commencer avec vous par le premier paragraphe, professeur Slim, qui parle de indépendance, État, tyrannie, révolution, les martyrs, rompre avec l'oppression, l'injustice et la corruption. Essayons d'expliquer tout cela. Amel, je voudrais, si tu le permets avant, peut-être sur la structure, d'abord une vision globale de la structure de ce préambule. Pourquoi j'éprouve ce besoin ? Parce que précisément cette structure n'est pas très rationnelle, n'est pas très logique. Par exemple, le premier paragraphe dont vous parliez à l'instant
concerne la volonté du peuple. On retrouve la même idée au paragraphe 5. L'idée d'identité, on la trouve au paragraphe 2. Oui. On la retrouve au paragraphe 4. Exactement. Le troisième paragraphe, on y viendra, c'est un paragraphe extrêmement complexe. Et le cinquième paragraphe mélange entre des questions de nature différente. Différente, effectivement. Et donc, ce préambule, on en parlait à la première émission, si tu t'en souviens, ne correspond pas aux règles de la légistique. Il a été structuré de manière rationnellement contestable. Et il était très simple, à la limite, de réécrire ce préambule en respectant une cohérence dans la rédaction. Mais à l'évidence, nous étions au dernier pas avant l'adoption de la Constitution et visiblement on n'a pas pris suffisamment de temps pour revoir la structure de ce préambule. Les paragraphes de ce préambule sont d'importance différente. Mais pour en rester encore à la question de la structure et de la lisibilité de ce préambule, on peut se poser la question comment lire le préambule? Comment lire le préambule? Dans chaque paragraphe et même au sein des paragraphes, on commence par fier de, exprimant, en vue d'édifier, considérant, conscient, etc. Comment lire ce préambule? Eh bien, il commence par l'affirmation « nous, les députés du peuple, nous, les représentants du peuple, nous écrivons cette constitution, nous écrivons cette constitution, et après, fier de, en vue de, considérant, en vue de consolider, en se basant, etc., etc. C'est-à-dire que l'idée générale, c'est la motivation, les motifs de la constitution. Voilà pourquoi on a écrit cette constitution et pas une autre. Oui. Et pas une autre. À partir de là, le premier paragraphe, fier du combat de notre peuple pour l'indépendance, etc., je dirais que c'est un état d'esprit psychologique du rédacteur de la Constitution. Dans quel esprit tu étais quand tu as rédigé cette Constitution? Eh bien, dans cet esprit, dans ce positionnement de fierté du combat du peuple, à la fois pour l'indépendance et au moment de la Révolution. Oui. La définition juridique de la Révolution temporelle du 17 décembre au 14 janvier, oui. On n'a privilégié aucune des deux dates. Non, c'est mentionné, c'est le 17 décembre 2010, 14 janvier 2011. Voilà, on a écrit mentionné en toutes lettres. Oui, et ça n'a pas été évident, ça n'a pas été évident, et heureusement qu'il en est ainsi en vérité. Heureusement qu'on a retenu les deux dates dans ce premier paragraphe. D'accord. Et donc voilà, le premier paragraphe, ça serait l'état psychologique